Après 11 ans, nous sommes de retour. Ça s'est passé très bien. Donc, je crois que la signification principale de cette assemblée, c'est qu'on le fait chez nous au siège de la Banque africaine. Je tiens donc à remercier les autorités ivoiriennes et tunisiennes et toute personne de loin ou de près à travailler pour un retour de la banque qui est aujourd'hui une réalité. Vous savez, revenir avec pratiquement 5000 personnes, staff et famille, c'était une logistique assez complexe. Nous avions quelques craintes, la logistique, les facilités, mais aussi risque de déperdition du staff, vu que les 2 tiers du staff de la Banque africaine ne sont pas ceux qui ont quitté Abidjan. Donc c'était une nouvelle aventure pour pratiquement les 2 tiers du staff de la banque. Nous avions quelques craintes aussi sur la continuité des opérations de la banque, parce que venir de Tunis, s'installer ici, mais en même temps rendre des services à l'Afrique, ça demandait une organisation en profondeur. Cela a été fait. Le retour s'est passé très convenablement. On n'a pas perdu du staff, moins de 7%. Et c'est la continuité des affaires. Il s'avère même que 2014 a été la meilleure année pour la banque depuis 8 ans. Donc voilà donc mon premier constat, de remercier la Côte d'Ivoire, la Tunisie et tout le monde qui de près ou de loin a œuvré à ce que la banque rentre chez lui. Deuxième, cette assemblée annuelle, c'est la dernière pour votre humble serviteur, après 10 ans à la tête de la banque. Je passais donc le témoin le 1er septembre. Donc à cette assemblée, les gouverneurs vont élire mon successeur. Nous sommes en train de préparer une transition en bonne et due forme, une transition professionnelle et bien faite, afin que le nouveau président, quand il arrive, ou elle arrive, au mois de septembre, tout soit prêt pour continuer le travail pour l'Afrique. Pour le reste, je voulais vous dire ma joie de vous trouver ici. Vous savez, la Banque africaine aujourd'hui a une telle ampleur que cette assemblée d'Abidjan, nous sommes pratiquement 5000 personnes. Alors, ça cause quelques problèmes de logistique, mais ça vous montre à quel point les Africains, les amis de l'Afrique, s'intéressent au travail de la Banque africaine. Donc, s'il y a quelques difficultés logistiques, nous vous demandons pardon déjà. S'il y a quelques petits problèmes, il faut les signaler au service de la banque, qui feront tout pour vous aider et pour les surmonter. Donc, merci encore une fois pour votre présence. Je répondrai à toutes les questions et volontiers. Vous savez, la Banque africaine s'enorgueillit, parmi toutes les grandes instances financières internationales, de la façon transparente, ouverte, compétitive, pour l'élection de son chef. C'était modèle pour d'autres organisations où les dirigeants sont nommés par soit les grands pays, ou les grandes puissances, ou les grands actionnaires. Moi, votre serviteur, je viens d'un petit actionnaire de la BAD, mais j'ai été élu par une grande majorité, 78%, le plus grand de l'histoire de la banque. Ça montre à quel point nous sommes avancés sur le plan de la démocratie à l'intérieur de la banque. Alors comprenez donc que je ne me permettais pas du tout de voter ici pour l'un tel ou tel candidat. Je laisse ça à l'appréciation des gouverneurs. Alors, mon successeur n'a pas forcément à avoir un mandat qui ressemble à la mienne, ou un agenda qui ressemble à la mienne, je souhaite. Que ce soit même un agenda qui améliore ce que la banque a fait, qui corrige ce qui n'a pas été bien fait,
Parce que dans la vie humaine, il y a des choses qu'on réussit, qu'on ne réussit pas. Donc, la personne qui sera élue, il lui appartient de présenter lui-même son agenda, ou elle-même, au gouverneur, qui va apprécier. Je ne dis pas que c'est l'agenda de ce président qui est sortant, qui est le meilleur pour la banque. C'était ma conviction, moi, quand c'est arrivé. Ça reste ma conviction. Mais au gouverneur donc d'apprécier et à mon succès de décider quel sera son agenda. Alors, maintenant pour la question de la Tunisie. La Tunisie restera toujours d'abord l'agence de la relocalisation. Je voudrais insister là-dessus. 2, la Tunisie, c'est parmi les 3 plus grands clients de la banque. Je ne pense pas que cela va changer. La Tunisie reste membre influent de la Banque africaine, avec une relation très étroite. Donc, de ce côté-là, je crois que la Tunisie mérite une appui continu de la Banque africaine. Alors, la première question a été, j'ai oublié, justement. Perspective immédiate par rapport au bureau de Tunisie, est-ce que ça va devenir un bureau régional? Et une question sur Afrique 50. Afrique 50. Alors, j'ai le plaisir de vous dire à quel niveau Afrique 50 est arrivé aujourd'hui. Nous avons déjà tenu 2 séances du conseil d'administration à Casablanca. Et ce matin, nous avons une assemblée générale des actionnaires. Nous aurons une autre assemblée fin juin. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire ceci. À ce jour, nous avons 17 pays qui ont déjà souscrit. Nous sommes déjà à la hauteur de 750 millions de dollars. J'ai dit bien 750 millions de dollars. Beaucoup de pays ont demandé encore du temps pour soit augmenter leur participation ou annoncer leur participation. C'est pourquoi nous avons poussé la date de clôture jusqu'au 15 juin. Et puis une assemblée générale à Casablanca. Je ne doute pas du tout qu'on arrivera facilement à 1 milliard. Donc, je vais donc me féliciter de cette initiative qui me semble probablement la plus importante en termes d'infrastructure en Afrique pendant longtemps. Et je m'explique. Voyez-vous, depuis mon arrivée à la banque, nous avons consenti aux infrastructures d'appui et tout 28 milliards de dollars américains. Donc 11 milliards pour l'énergie, 11 milliards pour le transport, 4 milliards pour l'eau, et je crois 2 milliards pour les NTIC. Donc 28 milliards, c'est beaucoup. Remarque d'abord, c'est pratiquement le double de ce qu'a fait la banque depuis 40 ans. Mais le gap que connaît l'Afrique reste important. Parce que chacun nous avons un gap de 50 milliards. Donc, à partir des moyens locaux, des marchés de capitaux, des contrats avec la Chine et les agences internationales, on a toujours un gap de 50 milliards. Donc, ce gap ne peut être que fermé par des initiatives comme Afrique 50. D'abord, je vous rappelle que l'Asie vient d'annoncer la création d'une banque d'infrastructures asiatique, dont le modèle ressemble plutôt à celui d'Afrique 50. Donc je me réjouis du fait que les pays africains nous ont suivis. Nous avons 17 pays aujourd'hui. Je pense que le reste viendra instamment. Que nous allons commencer donc à partir du deuxième semestre de cette année. Les opérations que je dois insister consistent par 2 choses. Préparer les projets et les amener à un niveau où ils sont intéressants pour l'épargne privée. Et 2, investissement. Dans des guichets d'Afrique 50. Donc, les nouvelles sont très bonnes. Donc, à Casablanca, on va faire la première clôture. Nous sommes en train de recruter
les dirigeants de cette institution qui devraient respecter les plus hautes normes de la bonne gouvernance, donc les gens qui sont recrutés de façon compétitive sur le marché international. Nous allons constituer le conseil d'administration qui sera composé de 12 pays. Nous allons aussi trouver des banques d'investissement pour nous accompagner dans ce travail. Donc, grosso modo, je suis très content de la marche de Afrique 50. J'ai constaté que non seulement le Maroc est le premier client de la banque, nous sommes aussi le premier acteur financier international au Maroc, devant tous les autres. Mais je vais ajouter autre chose. Depuis que je suis arrivé à Tel Abad, le portefeuille de la BAD au Maroc a doublé. Alors, il est multiforme, comme vous le dites, au niveau des infrastructures, énergie renouvelable, énergie traditionnelle. Donc, nous suivons le plan de développement du Maroc et les desiderata de ce pays. Donc, je pense que le Maroc sera un partenaire très important pour la Banque africaine. Now, Bernadette, for East Africa. East Africa has been, over the last 10 years, Greater East Africa, to include Ethiopia, that is, the most dynamic part of Africa. Without oil, without gas, and without minerals. I do think that will continue. Now, you're right to point out the concerns caused by the crisis in Burundi. That is very disappointing. And I hope those who have the mandate in peace and security can help Burundians bring this crisis to a close. Because not only does it have an economic impact, it has a human impact as well. With already 100,000 refugees across the borders and internally displaced persons. So whether it is South Sudan or the Central African Republic or Burundi, all I can do is to say how this not only is damaging from a human development perspective, economic perspective, but also the African brand. Luckily, the countries in crisis are still small in number compared to the broad range of countries who are making incredible progress. So I'm convinced that East Africa will remain a dynamic part of Africa, but you're right to worry about some of those crises which are quite damaging across the board. Il y avait une question pour ça, c'est clair? Il y a une question sur les économies locales. En fait, Bon, libérer le potentiel, ça veut dire ce que ça veut dire. Je m'explique. J'ai déjà dit que par le manque d'infrastructures seulement, ça coûte à l'Afrique 2 points de PIB. Donc commencer par le commencement. Fermer donc le gap en termes d'infrastructures. Donc l'importance d'un fonds comme Afrique 50. Mais cela ne suffit pas. Une infrastructure n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est le commerce. L'objectif, c'est le service découlant de cette infrastructure. Alors, la deuxième façon de libérer donc le potentiel, c'est s'attaquer à toutes ces questions d'inégalité, d'exclusion, qui fait que la classe moyenne, la demande locale, est freinée. Donc si vous me demandez aujourd'hui quelles sont les 3 priorités pour libérer ce potentiel, je dirais en premier lieu les infrastructures, 2 les inégalités et exclusions, et 3 les ensembles régionaux, la libre circulation des personnes, des capitaux, donc le marché unique régional. je vais prendre 3 questions. Donc, Thank you, Mr. President. My name is Ndamu from Zimbabwe. Mr. President, when you joined the bank 10 years ago, Zimbabwe was isolated by the West because of its problems, its debt problems. But under your leadership, the bank has managed to bring Zimbabwe and its creditors on the table. Going forward,
what are the key steps to resolve this debt crisis? What is going on? Well, let me talk about the economic problem, because debt is only a small part of the broader economy. Zimbabwe was the second largest economy in the SADC region, and one of the most successful economies in Africa. My wish, the bank's wish, is that the country returns to where it was and enjoys the momentum of economic growth in Africa. Now, that is a function of many things. It's a function of sound policies. It's a function of policies that encourage investors, both local and foreign. And it is a function of the support international organizations can provide. But the essence of the work has been done by Zimbabweans in terms of sound policies, in terms of creating confidence for business. Now, in our rules, when a country falls in arrears, we have to interrupt our relationships. Zimbabwe, as you know, owes arrears to the African Development Bank, the World Bank, and the International Monetary Fund. And so we're working together, all of us three, in the government of Zimbabwe, to try and find a solution in how these arrears can be settled, so that Zimbabwe can re-engage fully with the international community. That is very much work in progress, and I'm not able at this point to tell you when that process will be complete. Oui, alors, une question ici, et après on va aller derrière. Monsieur le Président, c'est M. Aïdara, rédacteur en chef du journal Les Africains. Monsieur le Président, je pense que vous avez apporté de la crédibilité au niveau de l'institution. Ce qui prouve cela, ce qui atteste cela, c'est le déplacement d'une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement, selon les sources que nous avons glanées, à Abidjan. Est-ce que ce n'est pas un signal fort, Monsieur le Président, pour dire bravo Kadewuka, vous avez fait un excellent travail? Ça, c'est la première question. La deuxième question. La deuxième question. Attendez. Merci d'abord pour ces compliments. Vous savez, moi, j'ai une façon d'apprendre ces questions. Un héritage qui n'est pas partagé n'est pas un héritage. Kaberuka, lui seul, n'aurait pas pu accomplir ce qu'on a fait. Donc, je pense que les acquis de la banque devraient être mis sur le compte de votre humble serviteur, bien sûr, du staff de la banque, de ses actionnaires, et des efforts faits par le pays aussi. Donc, merci pour les compliments, mais je pense que c'est un héritage largement partagé, parce que vous savez, nous devons éviter cette approche qui fait que non, il y a un seul Dieu, ça on le sait, mais pour l'acte de l'homme, il y a plusieurs mains à la table. Maintenant que les chefs d'État viennent ici nous accompagner, c'est un honneur à la Côte d'Ivoire d'abord, mais aussi un signal très fort pour le travail accompli par la Banque africaine. Oui, Monsieur le Président, il y a plusieurs commentaires. L'après Kadewuka, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous transformer en consultant, mettant votre expertise en faveur de la banque, ou alors vous allez retourner au village pour prêcher la bonne parole et être candidat en 2020? Merci. Raoul Bock du quotidien Le Monde à Paris. Ma question concerne le déménagement que vous avez évoqué tout à l'heure. Certaines sources au sein de la banque considèrent que c'est un déménagement qui a été fait de manière accélérée, voire à marche forcée. Que ça posait parce que d'abord l'immeuble siège a connu 2 ans les travaux ont connu 2 ans de retard, qui sont d'ailleurs toujours pas achevés. Bien sûr, le déménagement était prévu, mais est-ce qu'il y avait une urgence à le faire maintenant? La deuxième question, c'est... Mais attendez qu'on s'arrête là. Vous dites des sources à la banque. Oui. Je crois que le porte-parole de la banque, c'est moi. Maintenant, si vous allez chercher des sources à la banque, bon, ça vous regarde. Mais moi, je vous dis, les sources autorisées, c'est moi. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, je vous dis tout de suite qu'à Marrakech, nous avons adopté un feuille de route. Que c'est vraiment vos sources ne semblent pas être au courant. Et donc, quelle est votre réponse? Attendez. Il y avait une feuille de route adoptée à Marrakech
D'abord, préadopté à Arusha en Tanzanie, écrit en noir et blanc, confirmé à Marrakech par l'Assemblée des gouverneurs. C'est cette feuille de route qui a été suivie. Le président, lui, ne peut pas prendre la banque, la mener de A à B, il faut une décision des actionnaires. Cette feuille de route a été suivie à la lettre. Donc, le mot précipitation, le mot accéléré, je ne sais pas. Deuxième petite question. Mais attendez qu'on finisse, c'est très important quand même. Oui, je pensais que vous alliez terminer. C'est très important quand même. C'est important. Le siège de la banque est bel et bien Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le fait que la banque a quitté le pays en 2003, c'est parce qu'il y avait une crise politique et le niveau de sécurité ne permettait pas à la banque de fonctionner correctement. Mais à Arusha, les gouverneurs de la banque ont décidé que les conditions minimales, adéquates, sont réunies. Donc ils ont voté une feuille de route. Maintenant, je comprends, souvent les gens me disent que est-ce que les conditions sont idéales? Nous sommes une banque de développement. Nous sommes une banque de développement. S'attaquer aux problèmes de l'Afrique, c'est ça notre métier. Donc on n'est pas seulement dans une ville parce qu'elle est idéale, il y a toutes les conditions. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il y a les conditions minimales qui permettent au staff de la banque de fonctionner. Maintenant, le bâtiment, siège de la banque, c'est vrai, il est retardé. Donc il va falloir redéménager. S'il vous plaît, si, mais c'est répond. Donc il est retardé pour des raisons techniques et que je n'ai pas évoquées ici. Mais je voudrais quand même remercier l'État de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui ont mis à notre opposition un immeuble très correct, qui fonctionne très bien, qui nous amène à continuer notre travail. Je ne voulais pas entrer dans les raisons qui ont causé le retard de ce bâtiment. Je vous demande de ne pas insister là-dessus. Alors, Sauf je resterai sur une autre question. Combien ça a coûté le déménagement? S'il vous plaît, vous n'avez pas la visibilité. Combien ça a coûté le déménagement, monsieur? Vous pourriez passer le micro à votre... Je le fais dans 2 secondes, une fois que j'ai la réponse. Merci. Alors, le déménagement, nous avions un budget voté par le Conseil. Ce budget a été respecté scrupuleusement. Aucun dépassement à $1. Au contraire, on a encore des économies. Oui, donc c'était combien? Alors, je vous réfère au document officiel de la banque. D'abord, je vous promets ici, publiquement, que je vais vous donner ce chiffre écrit pour vous éviter les inconvéniences de chercher des sources non confirmées. Donc, je vais demander à Joe, communiquer à notre collègue du Monde le chiffre tel que voté par le Conseil et l'exécution à ce jour. Voilà. Je vais prendre la dernière question de ce côté. Et nous aurons fait nos 30 Mais si vous minutes voulez, de conférence de presse. autour de... Oui, parce que moi j'ai un chiffre, hein, je vais juste voir avec vous. Alors, Ils sont en faveur sur I'm going to change topics slightly. Adrian Fossum with the Financial Times, this is Africa. Mr. President, I'm going to also build on the African Economic Outlook that was released this morning. One of the findings was that Africa as a region had some of the best progress in terms of human development indicators of any region in the world, only beat by Asia. Do you have any concerns that given low commodities prices constraining the budgets of many governments, that progress might be impeded going forward or might be decelerated? Thank you. Thank you. 3 points. Point number 1, you are right that Africa is one of the regions which has seen dramatic improvement in human indicators. Just one example and one alone. Infant mortality in the last decade has fallen by half. In some countries, even more, which will be the highest decline in human history. HIV drugs, affordable, now almost universally available, which has enabled a lot of progress on HIV/AIDS. So yes, I agree with that one. Number 2, the concern I have is not commodities. Because remember, when oil prices go up,
it also is a huge burden for oil importing countries. When the oil prices decline, it is actually less pressure on the fiscus and the balance of payments of many of the African countries. So actually for many African countries, lower oil prices is a boom for growth. It is true that for oil exporting countries, they have to re-examine some of the investment plans, reform the subsidies, and create room for spending on things like infrastructure. Where are the concerns? It's not commodities. Because I don't buy the idea that African economic growth over the last decade has been commodity driven. Ethiopia has no oil, no gas, no minerals, and is the fastest growing economy in Africa. What I'm concerned about is what I've just mentioned, growing inequalities, which stifles the growth of the middle classes and stifles domestic consumption, which has been one of the factors driving economic development. So I'm insisting on inequality, on inclusion, because what has driven economic growth has been investment and domestic demand, plus regional trade. So anything which hampers on the growth of domestic demand hampers economic growth automatically. And do you think that we'll see anything similar to what just happened in Nigeria on the fuel shortages happening elsewhere on the continent? Is that a unique case, or is that something that oil pressures are also going to spread to other places? I wouldn't say that. I don't have details of the specific problem happening in Nigeria now. I'll need to understand a bit further. But I'm confident that many of these oil exporting countries, if they can take another look at subsidies, if they can take another look at some of the investment plans, they would actually find room for fiscal space, as they call it. But I think for the majority of African countries, I'm convinced that provided good policies stay and will grow the consuming class, I think the economic momentum dynamic can be maintained. Mr. President, Ce sera le dernier point, s'il vous plaît. Deux secondes. Vous pouvez comprendre de quoi c'est. OK. Yeah, sure. My name is Omar Ofofana from the BBC. I'm concerned about the Ebola hit countries in West Africa, particularly, Mr. President. And I know the bank has been involved in terms of helping them get themselves out of the health crisis. I know you will not be in charge after November, but what will be your recommendation moving forward, rebuilding those countries' healthcare system with the support of the bank? What will be your main priorities? Thank you. That is a very good question. By the way, I hope you attend the seminar where the president of Liberia was speaking just now. I think she has more authority on this issue to talk about it in a convincing way. Just three things for my part. The African Development Bank has supported both Guinea, Liberia, and Sierra Leone to the tune of $230 million since August. $230 million to support the budgets of the countries, because at the end of the day, it is building primary health care, which ensure that epidemics now in the future can be managed. So number one is to help the states do what governments are supposed to do and rebuild primary health care. You know, Mr. Fofana, I'll tell you, when Ebola reached Senegal, it was contained. When Ebola reached Mali, it was contained. In Nigeria, it was contained. These are not very rich countries, they're poor countries, but they have the basic primary health care. But Liberia, Sierra Leone, and Guinea, because of the 10 years of bloodbath and mayhem, did not have the basics. So we need to work with these countries, not simply to focus on primary health care, but rebuilding social infrastructure, rebuilding economic infrastructure. And I should tell you that well before Ebola, I had put in place here in the bank a special program for the Mano River area. Because in the 1980s, 1990s, when other countries are moving on, these countries were left behind. So we'll continue with this special program for the Mano River countries, which are led Guinea-Bissau. The Secretary General of the Mano River Union, she's here. We're discussing with her these programs. So overall, the Mano River plan, and then specifically to address issues of primary health care. But please come to this seminar in a few minutes.
La dernière Noël question. Niagno, un pays, moi je veux faire de la provocation. Après 10 ans, je constate que l'opinion, il n'y a pas encore une opinion africaine. Parce que certainement dans votre challenge, vous n'avez pas consacré une place importante à la presse. Apportez-moi la contradiction. Et pourtant, je suis là depuis... Donc, j'ai en devant termes vous. de préparation en termes de visibilité au niveau de la presse africaine. Alors, il y a une séance, je crois, demain. Aujourd'hui, c'est les médias. On me signale que c'est à 18h. Venez. Dites ce que vous venez de me dire. Un débat avec vos collègues du média. Je serai là, je serai très intéressé de savoir ce qu'ils disent. Mais je crois que les Africains aussi devraient quand même prendre conscience que, je crois que c'est dans la langue arabe, où on dit que on ne cache pas le soleil avec les mains. Quelque chose comme ça. On ne peut pas... Alors, la presse doit faire son travail. La Banque africaine croit fermement à la liberté de la presse. Mais nous n'avons pas mandat, nous, à la Banque africaine, de financer la presse. Donc, dans notre constitution, ce n'est pas une de nos mandats. Mais nous soutenons la société civile dans son ensemble, les parlements et les ensembles qui sont concernés par les finances publiques. Mais je vous encourage de venir à cette séance et parler avec vos collègues de la presse. Je vous remercie. Bon, la dame, c'est la dernière. La dame sera la dernière. Le micro. Micro. Oui. Monsieur le Président, au moment où vous apprêtez à quitter la Banque africaine de développement, et à quel niveau de financement trouvez-vous au niveau du secteur privé? Parce que à ce niveau-là, de gros privés africains se plaignent toujours de ne pas être suffisamment accompagnés. À quel niveau de financement trouvez-vous le secteur privé? Merci. Très bien. En 2005, à mon arrivée à la Banque africaine, la banque finançait à la hauteur de 200 millions de dollars américains en 2005 par année. Aujourd'hui, 2015, nous sommes à 2 milliards chaque année. C'est vous dire à quel point l'activité d'appui de la Banque africaine aux sociétés privées africaines s'est multipliée par 10. Mais voyez-vous, le travail de la Banque africaine, c'est de financer, mais aussi les effets de levier aux autres. Notre estimation pour chaque dollar de la Banque africaine, ça attire 6 dollars du marché privé. Donc, je crois que ce soit au niveau du financement direct, de divers instruments, ou des effets de levier, nous avons fait notre travail. Certainement que nous pouvons faire mieux, mais je crois que déjà une augmentation de 10 fois dans 10 ans, c'est quelque chose à ne pas négliger. Je dirais même à mes collègues de la Banque africaine qui restent ici, à cette tendance, je crois fermement que d'ici 10 ans, les activités de la banque sur le plan du secteur privé dépasseront de loin les activités du secteur public. Ce qui reflète la dynamique africaine du monde. Alors, je vais vous inviter à être gentil. Je vais donner la parole à la dame pour la dernière question. Egypt is from the biggest shareholder in the bank. How do you support our program for enhance our economy, especially in the field of energy? La dernière question. À la fin de votre mandat, que pouvons-nous retenir de la politique que vous avez exercée pour l'Afrique? Quelle politique que j'ai? Vous avez exercé à la fin de votre mandat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la politique que vous avez exercée? Je laisserai aux Africains de juger. Je pense que me donner moi-même les scores, ça sera bien intéressant, mais je vous laisse juger.
Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait ce que j'ai été élu pour faire. L'agenda que j'avais présenté en 2005, c'est cela ce que j'ai fait. Est-ce que je l'ai bien fait? C'est à vous de me dire. So the last Maintenant, one, the pour last l'Égypte, one. non, Egypt will be last. Thank you. Egypt is now, I believe, the second largest client of the African Development Bank. We are, I believe, the biggest actor in the field of energy and other infrastructure. In fact, only last week we have approved financing for Sharm el-Sheikh International Airport. But I believe the challenge for Egypt in the energy sector is not simply financing. It is also management of subsidies. Because in Egypt, energy subsidies consume 70% of national income. That is quite high. And so I'm glad that the Egyptian authorities are already working on subsidy reform so that we can have fiscal room to invest more, both in economic and social infrastructure. So thank you for coming to the annual meeting. Merci beaucoup. On se verra dans la semaine. Et merci beaucoup pour votre assistance.